De fin mai 2017 à janvier 2018, j'ai littéralement travaillé dans le vide pendant 8 mois. A l'origine, j'ai lancé mon activité en tant que réalisateur indépendant et je réalisais des films pour des entreprises. J'ai été obsédé par l'idée de différencier mon offre, de me spécialiser. Mais comment ? Et c'était que quelques mois plus tard, après avoir découvert le copywriting, soit l'art de vendre à l'écrit, et m'être formé en long, en large, en travers sur le sujet, que j'apercevais un élément de réponse, la vidéo de vente. La première victoire. Une vidéo de vente consiste à remplacer une page de vente. Vous allez devoir créer un scénario qui attire l'attention et donner envie à votre prospect d'acheter le produit. Une sorte de publicité, mais qui peut parfois durer plusieurs dizaines de minutes dans certains cas. L'objectif est de faire passer des idées fortes et de convaincre. Comme je me formais au copywriting, il fallait que je trouve des terrains de jeu pour explorer et expérimenter ce que j'apprenais. J'ai proposé à une start-up lyonnaise, La Source, de les aider à monter leur financement participatif. La Source est un espace de 800 m² qui va proposer des salles d'entraînement à la compétition de jeux vidéo. Et notre objectif, c'est de récupérer 5 000 € pour financer des ajouts au projet et aussi faire grandir la communauté. Objectif atteint en quelques jours seulement. Puis nous avons même réussi à atteindre le second palier à 10 000 €. Le projet est disponible dans la description de cette vidéo et dans la fiche. Et si le sujet vous intéresse, j'ai réalisé une étude de cas complète en vidéo sur cette même chaîne. Première victoire, objectif atteint avec un soutien national, alors que le projet était local. Et ça, c'était un véritable défi. Quelques mois plus tard, après avoir testé plein d'autres concepts, rencontré l'équipe du LUL et certains porteurs de projets, j'ai axé toute mon énergie sur la création d'un produit unique. Réaliser des vidéos de vente pour les financements participatifs. Si un projet possède une vidéo persuasive, eh bien il n'aura aucun mal à acquérir et convertir du trafic, même payant. Voilà mon hypothèse de départ. Le projet était lancé. J'ai passé beaucoup de temps à analyser les différentes plateformes, à comprendre ce qui permettait de réussir une levée de fonds ou non. Plus j'avançais, plus j'étais convaincu que mon produit allait cartonner et aider beaucoup de monde à gagner sa campagne. L'automasturbation en business. Une idée ne vaut rien, c'est l'exécution qui prime. C'est une phrase qui est dite et répétée à tour de bras. Et elle est tellement vraie. Et pourtant, même en l'ayant en tête, il est très simple de tomber dans le piège. Lorsque vous créez un produit unique, vous avez l'envie irrésistible d'en parler partout autour de vous. J'ai pitché mon produit à un bon nombre de freelances, d'entrepreneurs et d'amis. Et tous étaient unanimes. Ça tombait sous le sens. Sur le papier, ça donnait ça. La vidéo d'un projet de crowdfunding, de financement participatif, représente 70% de l'interactivité d'une page. Et 80% du trafic web sera de la vidéo d'ici 2020. Une vidéo peut être propulsée rapidement sur les réseaux sociaux via de l'acquisition payante par exemple. Et une vidéo est un meilleur moyen de présenter un produit innovant, l'innovation étant au cœur de cible du projet à la base. Que demande le peuple ? Mais du coup, quel modèle économique choisir ? La définition du prix était mon plus gros dilemme sur ce projet. En fait, le risque était double. Il faut savoir qu'on n'obtient pas un seul centime si votre projet n'atteint pas le palier des 100% sur un financement participatif. D'un côté, le porteur de projet devait obligatoirement me verser quelque chose pour la production d'une vidéo. Si je prenais le risque de dire quelque chose comme « je produis vos vidéos de vente et je prends X% du résultat si on gagne », j'aurais eu beaucoup plus de facilité à trouver des clients pour démarrer. Mais en même temps, le risque était gros. Ce que j'ai appris du staff du LUL, c'est que lancer un projet de financement participatif, c'est un véritable marathon. Même si vous faites une vidéo incroyable qui convertit à un taux record, la règle reste la même partout sur le web. Pas de trafic, pas de conversion. J'étais donc totalement dépendant de l'engagement de mon client par rapport à son projet. S'il y allait en traînant les pieds, ou s'il s'y prenait mal, qu'il se décourageait en route, ou qu'il était mal entouré, moi je ne serais pas payé. L'autre idée était d'appliquer le concept de prix gagné, prix perdu, utilisé par les agences lors d'appels d'offres ou de concours. Le concept est le suivant. Vous prenez un montant fixe, quoi qu'il arrive, et si l'objectif est atteint, alors vous prenez un pourcentage équivalent à la réussite du projet. On minimise du coup les risques pour les deux acteurs. Mon client payait sa vidéo beaucoup moins cher que s'il l'avait entièrement financée au prix du marché. Et j'étais payé quoi qu'il arrive. Mieux je faisais mon travail et plus je pouvais espérer gagner gros. J'ai choisi donc de créer deux offres pour laisser le choix. L'offre prix gagnant, prix perdu, et l'offre au tarif initial si le client souhaitait payer l'intégralité de la vidéo au prix fort. Le cap était fixé, en route pour l'étape d'après. Comment trouver ces clients du coup ? Quand vous faites de la prestation, vous avez deux possibilités pour trouver des clients. Vous avez la stratégie de dénicher des clients un par un.
ce qui vous assure des clients plus souvent engagés mais qui demandent du coup plus d'énergie au départ à mettre en place. Cette stratégie est viable sur le long terme si un système travaille pour vous, création de contenu par exemple. Mais si vos clients sont petits et que vous devez les trouver vous-même un par un, vous allez griller énormément d'énergie sur le long terme. Vous avez également les nœuds, des prescripteurs. Vous trouvez un partenaire de confiance qui vous assure une rentrée régulière de clients. C'est une excellente stratégie dans ce genre de marché parce que vous supprimez le coût d'acquisition client. J'ai donc pris contact avec des plateformes majeures de financement participatif. La plupart étaient d'ailleurs relativement enthousiastes et à l'écoute de mon projet. En fait, tout le monde y gagne. Les porteurs de projets sont aiguillés et aidés pour optimiser leur conversion. Les plateformes augmentent leur taux de réussite et développent leur chiffre d'affaires. Et moi, je récupère des clients régulièrement et je génère des revenus. Tout ça confirmait officiellement mes hypothèses. Le besoin est là. La génération de prospects était simplifiée et il n'y a plus qu'à être le meilleur possible. J'ai travaillé pendant 1 mois sur ma page de vente avant de pouvoir démarrer, ce qui était d'ailleurs beaucoup trop long. Et là, j'ai eu l'angle mort qui faisait mal. J'étais en relation avec la majorité des acteurs locaux autour de financement participatif. Sauf un. Je cherchais depuis plusieurs mois à rentrer en contact avec le fondateur de l'entreprise Crowdybox, qui est spécialisé en data sur le financement participatif à Lyon. Mes partenaires me l'ont plusieurs fois introduit par email pour me le présenter, mais pas de réponse. Et puis un beau jour, je rendais visite à une amie dans un incubateur. Et au moment de sortir, je tombe sur lui. Improbable. La fille en question me le présente et nous fixons un rendez-vous 2 semaines plus tard. Le temps pour moi de finaliser ma page de vente. Oui, j'étais encore dessus. Le rendez-vous se passe et, en une phrase, tout a basculé. Le CEO de Crowdybox me fait part de ses difficultés. Il me partage notamment une statistique sur laquelle je suis passé complètement à côté. En France, 95% des projets lèvent moins de 10 000 euros. À l'international, 95% des projets lèvent moins de 15 000 $. Ma prestation coûtait entre 1 000 et 1 800 euros. Il était impensable de prendre 20% de la cagnotte pour moi, sachant que la plateforme se sert. L'État se sert, les récompenses coûtent de l'argent et est initialement fait pour lancer et développer un produit. Suite à cette info, j'ai immédiatement rebondi pour savoir s'il pensait possible le fait de cibler les 5% restants du coup. J'avais vu sur son site qu'il a dans son portefeuille client des projets à plusieurs centaines de milliers d'euros de financement. Il m'explique qu'il est arrivé effectivement à récupérer quelques clients comme ça, après 3 ans de travail à temps plein, mais qu'aujourd'hui, ce n'est pas son activité principale. Se pose alors une question. Abandonner ou pivoter? Tout ce travail démoli par une seule statistique. Que faire après une tollée pareille? Faut-il quand même continuer et essayer quand même? Faut-il pivoter? Faut-il tout jeter à la poubelle et faire autre chose? Après 8 mois de travail et de bons retours sur mon projet d'une manière générale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place, ça m'intéresse. Je crois que chaque réponse est possible en fait. J'ai choisi de tuer le bébé dans l'œuf et de passer à autre chose, personnellement. En fait, je n'avais ni l'énergie ni l'envie de me battre 3 ans pour commencer à avoir des résultats. L'objectif final du projet était de monter une méthodologie, de dupliquer l'acquisition de clients et de déléguer la technique, tournage, montage et graphisme, pour m'occuper uniquement du fond, du contenu. Partir dans ce projet ressemblait plus à une prison qu'à cette liberté dont je rêvais. Maintenant, voilà ce que j'aurais fait différemment aujourd'hui. Si j'avais lancé ce projet maintenant avec l'expérience que j'ai acquise entre temps, j'aurais fait des choses vraiment différemment. Déjà, même si l'idée d'utiliser des plateformes de financement participatif est une bonne idée pour trouver des clients, j'aurais dû me renseigner sur la taille du marché. Est-ce qu'il y a, oui ou non, une place pour un solopreneur comme moi finalement? Deuxièmement, comment je fixe mon étoile polaire? Est-ce que je reste seul? Est-ce que je cherche immédiatement des partenaires pour exécuter? D'un point de vue économique, c'est difficile pour moi de faire travailler des personnes sur mes clients au niveau de mon statut juridique, qui était la micro-entreprise. Et je n'ai pas la possibilité de vivre sur des économies le temps de lancer mon projet. J'aurais dû mieux définir mon client, non pas sur des plateformes ou sur un mode de financement, mais sur une valeur sûre, la vente directe. C'est-à-dire que je me serais focalisé sur le marché de l'innovation produit qui vendent directement leurs produits via leur site ou des marketplaces. Et éventuellement des financements participatifs s'ils ont le budget pour. Le prix de la vidéo serait fixé sur un devis avec un pourcentage pris sur les ventes générées par la vidéo. Enfin, j'aurais expérimenté pendant 6 ou 8 mois le projet en proposant mes tarifs au rabais, avec le concept du prix minimum viable dont je développe dans le podcast Systemator. Le lien est dans la description de cette vidéo. Le but ici étant de me faire la main et d'avoir des références pour me faciliter la vente par la suite. Conclusion de tout ça, une hypothèse, quelle qu'elle soit, doit être testée dans 100% des cas.
Vous devez mettre les mains dans le cambouis et mettre vos hypothèses à rude épreuve le plus vite possible. Si j'avais eu l'information au départ de mon projet, j'aurais immédiatement pu prendre la décision finale, sans perdre ces 8 mois. À la place, j'en ai parlé à l'intégralité de mon cercle, sauf à mes potentiels partenaires et clients. Et tout ça va très vite. On trouve une idée, on l'affine, on en parle autour de nous, on a de bons retours, mais des retours de personnes qui ne sont pas nos clients. Et du coup, ces feedbacks n'ont aucune valeur. On s'enferme dans un cercle vicieux où la procrastination devient le seul maître à bord. Vous passez des heures sur votre page de vente, sur votre pricing, mais vous n'allez pas sur le terrain. S'il vous manque une information, allez la chercher. C'est ce que vous devez retenir de cette vidéo. Plus vous attendez avant de confronter votre idée au terrain, plus vous prenez des risques stupides. Il faut savoir prendre des risques uniquement quand vous pouvez réellement gagner gros derrière. Enfin, j'aimerais terminer par une petite tape sur l'épaule pour ceux qui en auraient besoin. J'ai toujours été fasciné par ceux qui font des choses. Ceux qui s'entourent de partenaires, qui n'ont pas peur d'y aller, de passer des coups de fil, d'envoyer des emails. Peut-être que certains d'entre vous ont eu cette image de moi lorsque vous avez vu cette vidéo, lorsque j'ai parlé de s'entourer de partenaires, de génération de prospects. Mais attention, ce n'est pas tout à fait exact. J'ai perdu beaucoup trop de temps et j'étais beaucoup trop frileux justement. J'ai passé 8 mois à travailler dessus, car c'était à mes yeux enfin l'opportunité qui allait me permettre de devenir quelqu'un, en quelque sorte. En fait, le but n'est pas de devenir quelqu'un. Le but est de poser un maximum d'actions efficaces pour développer quelque chose. C'est tout. J'aurais pu contacter les partenaires avant. J'aurais eu les informations avant et du coup, j'aurais évité de perdre autant de temps. On essaie justement un peu de valoriser l'échec et de trouver des angles pour dire « Regardez ce que j'ai appris, c'est grâce à l'échec que j'en suis là ». Alors l'échec, le vrai, ce n'est pas une étape obligatoire déjà. Et l'échec n'est pas un cadeau non plus. Ça fait mal. Il n'y a absolument rien d'agréable là-dedans. Et si je vous partage ça, c'est pour vous éviter de faire la même chose. La réalité du terrain est toujours différente de votre réalité. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous voulez faire parler de votre projet, j'ai créé un guide sur le marketing viral qui est très complet. Vous avez des heures de podcast devant vous sur plein de thématiques. C'est dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.